Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs. Aujourd'hui, la demeure des dieux, le 5e pack du cycle Les Dévoreurs de rêves. Alors, la première carte du pack, c'est Réceptacle vide. Un soutien de niveau 4 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet relique béni. Limite de 1 par deck, utilisation 0 charge. Réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, placez une charge sur le réceptacle vide. Action rapide, s'il y a au moins 3 charges sur le réceptacle vide, cherchez le dévoreur de souhaits parmi vos cartes liées et échangez-le avec le réceptacle vide en déplaçant toutes les charges du réceptacle vide vers le dévoreur de souhaits. Encore une carte liée, limite une copie par deck, donc il n'y aura qu'une carte dans le pack. Le dévoreur de souhaits, c'est donc un soutien qui occupe l'emplacement d'accessoires, objet relique béni, lié au réceptacle vide. Réaction, quand vous révélez un pion KO, crâne, cultiste, tablette ou tentacule lors d'un test de compétence, dépensez une charge, annulez ce pion KO, soignez un dégât et une horreur. Forcez, si le dévoreur de souhaits n'a pas de charge, cherchez le réceptacle vide parmi vos cartes liées et échangez-le avec le dévoreur de souhaits. Donc, vous mettez en jeu le réceptacle vide, il est, comme son nom l'indique, vide, vous devez le charger en vainquant des ennemis. Chaque fois que vous vainquez un ennemi, vous mettez une charge, et s'il y a au moins 3 charges, donc vous devez le charger d'au moins 3 charges, mais vous pouvez le charger de plus, donc voilà, quand il est suffisamment chargé, vous le remplacez par le dévoreur de souhaits. Et maintenant, à chaque fois que vous révélez un pion KO négatif, à l'exception de l'échec automatique, lors d'un de vos tests de compétences, vous dépensez une charge sans avoir à incliner le dévoreur de souhaits, donc on peut le faire plusieurs fois par tour. Déjà, on annule le pion, et ensuite on soigne un dégât et une horreur. Annuler le pion, c'est annuler tout le pion. Donc, vous n'avez pas le modificateur négatif, et vous n'avez pas l'effet qu'ont généralement ces pions. Pas de, s'il y a une goule dans votre lieu, vous subissez un dégât. Pas de, placer une fatalité sur votre lieu, ou de, en cas d'échec, subissez une horreur. Ça revient à piocher un jeton 0 en fait. Ce qui est déjà très bien. Et ensuite, en plus de ça, vous vous soignez. Forcé, s'il n'a pas de charge, on prend le réceptacle vide et on le met en jeu. Donc vous mettez votre réceptacle vide, vous le chargez, vous le remplacez par le dévoreur de souhaits qui apporte son effet, et quand vous l'avez vidé, vous reprenez le réceptacle vide. Un peu la même mécanique que les segments d'Onyx et le pendentif de l'arène. À chaque fois, il y a ce même effet, il faut que j'installe, ensuite j'ai la carte qui m'apporte l'effet qui m'intéresse, et dès que je l'ai, entre guillemets, épuisé, de nouveau, il faut que je refasse l'installation. Voilà. Alors, les accessoires neutres ou gardiens, qu'est-ce qu'on a ? Bon, l'amulette de Wendy, on n'en parle pas. L'amulette du signe des anciens, qui donne 4 santé mentale. La carte hémisphérique qui donne des bonus de volonté et d'intelligence en fonction du nombre de lieux connexes à son lieu. La clé 10. L'insigne de police qui donne de la volonté et qui permet, en le défaussant, de gagner de donner à un investigateur dans le lieu 2 actions supplémentaires. La croix de Zoé, on n'en parle pas. Médaillon de l'homme vert, pareil. Le miroir secret. Voilà. Le fameux miroir secret. Donc, il n'y a pas énormément de concurrence. Moi, je joue jamais jusqu'à présent l'insigne de police. Ça pourrait changer dans un deck que son nombre revienne. William Yorick. Mais en gardien, moi je joue le miroir secret. Alors pour rappel, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, emplacement d'accessoires, objet relique occulte béni, limite de 1 par deck, forcé après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le miroir sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires de la mélodie apaisante, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Alors, le miroir sacré,
et le dévoreur de souhaits ont tous les deux un effet de soin. Le miroir sacré, on a une carte qui en elle-même ne fait rien, mais qui donne accès à des cartes liées, des événements. Ah oui, mélodie apaisante, pour rappel, c'est un événement qui coûte 0, soignez 2 dégâts ou 2 horreurs ou n'importe quelle combinaison des deux. Parmi les investigateurs et ou les soutiens liés dans votre lieu, piochez une carte. Donc le miroir sacré ne fait rien, mais il donne les mélodies apaisantes. Mélodie apaisante, c'est un soin de 2 dégâts et ou horreurs sur les investigateurs et ou les alliés du lieu, et ensuite la pioche d'une carte. Donc au total, ça fait 3 fois un soin de 2 et la pioche de 3 cartes. Donc ça dilue un peu le deck, mais c'est compensé par la pioche. Le dévoreur de souhaits, on le charge, on charge le réceptacle vide jusqu'à 3, au moins, et donc ensuite le dévoreur de souhaits, on peut l'utiliser 3 fois au moins. 3 fois, où il pourra soigner un dégât et une horreur. Alors, il y a moins de flexibilité sur le soin, c'est 1 et 1, et comme il n'y a pas de cible précisée, ça veut dire l'investigateur qui l'a. Par contre, le miroir sacré et les mélodies apaisantes, il faut les avoir en main, il faut que ça arrive en main, tandis que le réceptacle vide, on le joue, on le charge en tuant des ennemis, et une fois qu'on le remplace par le dévoreur de souhaits, on l'a en place et on peut enchaîner les 3 soins dès que les pions, dès que les jetons chaos sont piochés. Et une fois qu'il est épuisé, on le remplace par le réceptacle vide. Le miroir sacré, alors déjà si vous perdez votre miroir, vous perdez toutes vos mélodies apaisantes, et une fois que vous avez joué les mélodies apaisantes, elles sont dans votre défausse, et faudra que votre défausse soit remélangé pour faire un deck pour que vous ayez une chance de les repiocher. Alors si on regarde qui y a accès, qui y a probablement intérêt. Alors, Mark Harrigan. Mark Harrigan, c'est pour moi le gardien qui est le plus dans un rôle, quand je pense gardien combattant, je pense en premier à Mark Harrigan. Il a quand même 5 de force. Il est très efficace en combat. Du coup, il n'aura pas de difficulté à remplir le réceptacle vide. Par contre, il est à soigner régulièrement. Pourquoi ? Sa capacité, la capacité de Sophie plutôt, va inciter à lui infliger des dégâts directs pour booster ses stats. Donc, avant même qu'il soit blessé par une carte traîtrise ou par un ennemi, il va se blesser lui-même. Et ensuite, sa faiblesse, traumatisme de guerre, va lui infliger des horreurs en fonction de son nombre de dégâts. Donc il est très sensible aux horreurs, et régulièrement on voudra le soigner. Alors si on lui donne le miroir sacré, il a en main une mélodie apaisante, il peut la jouer sur lui par exemple pour se soigner ses dégâts, pour pouvoir utiliser 2 fois de plus la capacité de Sophie. Chaque fois qu'il s'inflige un dégât direct, chaque fois qu'un dégât est placé sur une carte qu'il contrôle, la carte investigateur ou une autre carte, il pioche une carte. Donc il va rapidement piocher les mélodies apaisantes, ça sera pas un problème. Donc pour Mark Harrigan, le miroir sacré est très efficace. Si on lui donne le réceptacle vide, il va rapidement le remplir, comme je le disais tout à l'heure, il va rapidement se retrouver en possession du dévoreur de souhaits, il va faire ses combats, il va peut-être pas faire que des combats, mais quand il va faire ses combats, chaque fois qu'il va révéler un pion KO, qui est représenté sur la carte, il dépense une des charges, il annule le pion, il se soigne d'un dégât et d'une horreur, les dégâts il se les auto-inflige, les horreurs, il les prend à droite à gauche, éventuellement s'il s'en prend pas c'est pas gênant, il soigne quand même le dégât, c'est toujours ça de prix. La pioche de cartes qu'il y avait sur la mélodie apaisante mais qui n'est pas là, c'est pas un problème, encore une fois, Mark Harrigan il pioche tout seul très vite. Moi chaque fois que je le joue, après quelques tours, je me retrouve à défausser des cartes à chaque phase d'entretien parce que j'ai pas le temps d'utiliser toutes les cartes que je pioche.
Donc le dévoreur de souhaits, oui, ça lui permet, je pense que lui, comment il l'utilise? Eh ben, il tue des ennemis, il charge au maximum le réceptacle vide, et quand on arrive au dernier acte ou à la dernière intrigue, selon le scénario, qu'on sent qu'on va affronter le dernier ennemi, là on retourne en dévoreur de souhaits, et on se garantit des combats plus simples vu qu'il y a un certain nombre de pions qui sont virtuellement remplacés par des pions 0. Voilà. Autre investigateur qui a accès, Ursula Dons, vu qu'elle a accès aux reliques de niveau 0 à 4. Alors elle, pour le coup, c'est assez peu probable qu'elle tue beaucoup d'ennemis, donc ce sera pas pour elle. Akashi a le droit à toutes les cartes avec utilisation charge de niveau 0 à 4. Et en plus de ça, ses soutiens avec utilisation charge entrent en jeu avec une charge supplémentaire. Donc elle, si elle joue le réceptacle vide, il a déjà une charge. Elle a besoin de tuer seulement 2 ennemis pour avoir le droit de faire entrer en jeu le dévoreur de souhaits. Alors, même chose, si vous mettez ça dans son deck, c'est que vous la voyez plutôt comme combattante. Si elle est combattante, elle va tuer des ennemis, donc elle arrivera à charger le réceptacle vide, d'autant qu'elle part d'une charge, pas de 0. L'annulation des jetons spéciaux, des pions du chaos spéciaux, c'est bien pour elle, comme pour tout le monde. En plus, pour les mystiques, ce genre de pions, ça peut avoir des effets négatifs quand on joue des cartes mystiques. Typiquement, vous jouez un flétrissement, vous piochez un crâne, selon le niveau du flétrissement, c'est 1 ou 2 horreurs. Et là, grâce au dévoreur de souhaits, non. Elle l'annule, elle se prend pas d'horreur. L'aspect soin, justement, si elle joue flétrissement, il est probable qu'une fois de temps en temps, elle se prendra une horreur. Si elle joue des sorts de niveau élevé, probablement elle aura, je crois que ça s'appelle recherche ésotérique, qui lui fait qu'en sec avec un trauma mental, donc elle aura besoin de se soigner. Elle commence la partie avec 6 points de vie, pareil, du soin de points de vie, ça sera toujours intéressant. Alors, par contre, Akashi, pour elle, la concurrence du réceptacle vide se fera avec le crâne décoré. Crâne décoré, c'est un soutien truand de niveau 0 qui coûte 0, qui occupe également l'emplacement d'accessoires. Objet relique maudit, utilisation 0 charge. Réaction après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépensez une charge, piochez une carte et gagnez une ressource. Même remarque, quand Takashi elle joue ça, le crâne décoré entre en jeu avec une charge. Qu'elle soit combattante ou pas, chaque fois que donc un investigateur, un allié ou un ennemi est vaincu dans le lieu, on met une ressource, et pour une action, on pioche une carte et on gagne une ressource. C'est-à-dire que le crâne décoré permet en une action d'avoir l'équivalent des 2 actions basiques, prendre une ressource et piocher une carte. Et là, dans le cas d'Akashi, l'avantage du crâne décoré, c'est qu'on n'a pas soi-même à vaincre les ennemis, et que ça marche aussi pour les alliés, et, dans le pire des cas, pour les investigateurs. Donc c'est à voir, si vous voulez de la grosse génération de ressources, le crâne décoré en début de campagne, c'est très bien. Mais là, alors je sais pas si je l'avais fait remarquer tout à l'heure pour Mark Harrigan, mais même chose, vous pouvez commencer votre campagne avec le crâne décoré pour avoir de la pioche et du gain de ressources. Petit à petit dans votre deck, vous intégrez de la pioche et du gain de ressources, et après quelques scénarios, vous mettez le réceptacle vide qui vous permet de faire de l'annulation de jetons. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le réceptacle vide, je l'ai pas encore testé. Alors, carte chercheur, la première c'est trouvaille surprenante. C'est une compétence de niveau 1 qui a un icône libre, trait chance et recherche, myriade, donc on peut en avoir 3 pour un XP. Réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que trouvaille surprenante se trouve parmi les cartes consultées, mettez-la en jeu dans votre zone de jeu. Vous devez l'attribuer au prochain test de compétence éligible que vous effectuez. En cas de réussite à ce test, piochez une carte. Maximum d'une capacité recherche par recherche. Donc une nouvelle carte avec le trait recherche. Bien évidemment, on y songe tout de suite
dans un deck Mandy Thompson. Alors cette compétence déjà elle est versatile vu qu'elle a un icône libre, et l'avantage c'est que chaque fois qu'on fait une action de recherche, on la sort du deck, on la met en jeu, et elle sera utilisée plus tard. Donc on affine son deck, on se procure un bonus de 1 au prochain test, sans avoir attribué de cartes de la main, sans avoir à piocher, sans avoir à dépenser de ressources, ça c'est bien. En plus de ça, si on réussit le test, on va piocher une carte. Donc, quand vous faites une recherche, vous trouvez trouvaille surprenante, vous affinez votre deck, en plus de la pioche liée à l'effet de tutorat qui vous a fait chercher dans votre deck. Si le test est réussi, on pioche une carte, donc on affine. Oui, je disais, donc si le test est réussi, on pioche une carte, ce qui affine encore le deck. Le problème, c'est que tout l'effet de la carte, c'est dans cette réaction. Donc tous les bonus par rapport à simplement l'icône libre, c'est lié à la recherche. Si vous avez trouvaille surprenante dans votre main, je sais pas si vous la piochez, si vous l'avez dans votre main de départ, ça revient quasiment à une copie d'une lueur d'espoir. C'est-à-dire vous l'attribuez, ça vous donne +1. Point. Il faut vraiment la trouver dans le deck lors d'une recherche pour que cette carte présente un réel intérêt, parce qu'un bonus de +1, c'est pas inutile, mais ça a rien de sensationnel. Dès la boîte de base, on avait Courage inattendu qui donnait 2 icônes libres. Bon. Autre chose qui fait que moi je ne joue plus cette carte pour le moment, je l'ai un peu testé avec Mandy mais maintenant je la joue plus, c'est que vous devez l'attribuer au prochain test de compétence éligible. Vous devez. Alors, encore une fois, ça c'est dans la réaction, donc si vous l'avez dans la main, vous l'attribuez quand vous voulez, mais si vous l'avez trouvé via un effet de recherche, vous devez l'attribuer au prochain test. Donc imaginons, vous avez ça dans votre zone de jeu, vous devez faire un test de force avec une difficulté de 6, vous attribuez cette carte. Peut-être que votre investigateur a 1, avec ça il a 2, un test à 2 contre 6, vous savez que vous allez le perdre, mais vous devez quand même attribuer trouvaille surprenante. À l'inverse, il est possible que vous soyez en train de faire un test sur nourrir l'esprit, vous faites un test à intelligence 10 contre 0, vous devez attribuer trouvaille surprenante. Donc moi je trouve la carte est beaucoup trop contraignante. Si je veux un bonus digne de ce nom, je veux au moins 2 icônes. Les chercheurs, ils ont à leur disposition Esprit Curieux qui a 3 icônes libres, et comme condition d'avoir un indice dans le lieu. Mais sinon, il y a Courage inattendu, il y a toutes les cartes avec 2 icônes d'un type, et pioche d'une carte si on réussit, il y a Curiosité, il y a Eureka qui a 3 types d'icônes et qui fait du tutorat en plus. Bref, moi trouvaille surprenante, je trouve ça un peu faible. Oui, ça permet de creuser le deck, mais c'est quand même trop conditionnel pour que moi je le joue. Alors, dans la boîte de base, on avait eu le Vieux Grimoire, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et livre. Action, inclinez le Vieux Grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, il la pioche et mélange les cartes restantes dans son deck. Et dans ce pack, on a la version de niveau 3, qui coûte une ressource de moins, qui a utilisation de secret, et comme action, en plus donc de l'effet du niveau 0, on peut dépenser un secret pour que l'investigateur joue immédiatement la carte en réduisant de 2 son coût. Donc c'est du tutorat, mais là en plus à 2 reprises, ou plus si on recharge, et les secrets ça se recharge bien en chercheur, surtout dans un deck tutorat, dans un deck recherche. Voilà, donc pour un secret, ce qui permet de le faire à 2 reprises dans une partie, on va jouer la carte récupérée en réduisant de 2 son coût. Donc vous économisez l'action pour jouer la carte, en réduisant de 2 le coût, vous économisez 2 actions pour gagner 2 ressources, c'est une belle économie d'action. Parce que le Vieux Grimoire, il est très bon,
mais la dépense d'une action à chaque fois, c'est un peu contraignant. Dans un deck Mandy Thompson, c'est pas gênant parce que vous allez soit récupérer 2 cartes, ou faire récupérer 2 cartes à un autre investigateur, soit aller chercher sur 6 cartes, et peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement, ça vous permettra de déclencher un effet recherche. Là, ça vous fait en plus du gain de ressources. Et moi, dans les decks Mandy, quand je les joue, je mets 3 copies du segment d'Onyx, avec l'idée de faire cycler entre le jeu, de faire cycler le pendentif de l'arène. Donc, je mets les 3 segments d'Onyx, je les remplace par le pendentif de l'arène, j'utilise 3 fois le pendentif de l'arène, je mets les 3 segments d'Onyx dans mon deck et je veux les récupérer le plus vite possible. Et chaque cycle me coûte 3 ressources. Et ben voilà, le vieux grimoire, à 2 reprises, il me fait économiser 2 ressources, donc ça va me permettre d'avoir assez de ressources pour le pendentif de l'arène, tous mes autres soutiens, toutes mes autres cartes du deck. Alors, ça pourra évidemment être bien dans un deck Daisy Walker, vu que dès que c'est un bouquin, c'est intéressant pour elle, et en plus, elle pourra utiliser son action gratuite pour activer le vieux grimoire. Donc très bonne carte que moi j'apprécie de jouer dans un deck Mandy. Carte truand, la corde à piano. C'est un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires, traits, objets et armes. Action rapide, lors de votre tour, inclinez la corde à piano, combattre. Vous gagnez plus de force pour cette attaque, à utiliser uniquement sur un ennemi ayant exactement un point de vie restant. Alors, je trouve que c'est très bon. Ça vous permet, sans dépenser d'action, de faire une attaque à plus de force, ce qui est quand même un bon bonus. La restriction, c'est que l'ennemi doit avoir exactement un point de vie restant. Donc soit il n'avait qu'un point de vie, soit vous l'avez descendu à un point de vie. Mais bon, c'est un dégât sans avoir à dépenser d'action. En faisant un test facilité par le bonus de plus 2. Des ennemis à un point de vie, il y en a toujours. Il y a notamment l'acolyte de la boîte de base qui est quand même bien pénible à cause de sa fatalité dessus. Et pour tous les ennemis avec un nombre de points de vie impair, ça évite de dépenser, une munition du Mauser C96 ou une munition du Derringer, ou de prendre le risque. Enfin voilà, ça permet de s'économiser une munition qui aurait fait 2 dégâts alors qu'on a besoin de faire uniquement un dégât. Ça va être, pour moi, une carte automatique dans les decks truands combattants. Typiquement, Tony Morgan, qui en plus commence avec 5 de force, donc son combat à la corde à piano, il fait avec une force de 7. Il y a quand même de très bonnes chances de réussir. Alors chez les truands, il y a quand même plusieurs cartes accessoires. Il y a notamment le crâne décoré dont je parlais tout à l'heure, qui va faire de la pioche et du gain de ressources. Il y a le cristallisoire de rêve qui permet d'attribuer des événements comme si on les avait en main alors qu'on les a déjà joués. Les dés porte-bonheur pour révéler des pions KO. L'étui à cigarette pour de la pioche si on fait du méga test. La montre goussée en or pour sauter une phase ou rejouer une phase. Et voilà. Donc oui, si vous avez un truand qui n'est pas spécialisé en combat, peut-être que le crâne décoré apportera, peut-être que le crâne décoré sera votre accessoire de choix, mais si vous voulez faire un truand spécialisé en combat, je pense que la corde à piano s'impose. Deuxième carte truand, Delilah O'Rourke. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits alliés, criminels et syndicats. 3 points de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus en force et plus en agilité. Action rapide, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources. Choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné, X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Alors, c'est l'équivalent en combat, en dégâts, de Lola Santiago. Lola Santiago, elle donnait plus en intelligence et plus en agilité, et elle,
elle permettait de découvrir un indice dans le lieu pour X ressources, X étant la valeur occulte du lieu. Delilah O'Rourke, déjà, elle encaisse bien les dégâts. Elle vous donne +1 en force et +1 en agilité. Donc elle booste vos caractéristiques physiques. Le +1 en agilité dans certaines campagnes, ça va vous aider à gérer les traîtrises, typiquement la civilisation oubliée, et elle va vous permettre de faire des dégâts directs. Enfin, par 1 en payant ou par 2 si on lui a échappé. Donc, pareil, hein, si vous avez un truand qui est spécialisé en combat, ça serait bête de se priver à la fois du bonus en force et de la possibilité de faire des dégâts directs, mais comme elle donne un boost en agilité et qu'elle inflige plus de dégâts si l'ennemi choisi est incliné, l'ennemi dans le lieu est incliné, on peut l'envisager dans un deck de truands qui n'est pas aussi binaire, dans un deck de truands, voilà, je vais y arriver, dans un deck de truands qui gère les ennemis mais sans être aussi, qui gère les ennemis pas forcément uniquement en combat. Je vais ressortir, oui, par exemple, dans un deck Tony Morgan, ça sera très bien pour le combat, ça fait passer Tony Morgan à 600 en force, ça compense le fait qu'il a pas accès, ça compense pas, mais je veux dire, on regrette moins de pas avoir accès aux flics en patrouille, mais ça va être tout aussi intéressant dans un deck Finn Edwards. Finn Edwards de base, il a 3 en force et 4 en agilité, avec Delilah O'Rourke qui passe à 4 et 5. Finn, il a une action gratuite pour faire une tentative d'évasion, pour s'échapper. Donc Finn, il fait sa tentative d'évasion, maintenant il a 5, grâce à Delilah O'Rourke. Il a réussi, l'ennemi est incliné, maintenant il paie, et Delilah O'Rourke inflige de dégâts à l'ennemi. Et je vérifie son arme, le temps que je la retrouve. Voilà, en plus Finn Edwards, il a une arme, avec 3 munitions. Action dépense une munition combattre, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez +1 dégât pour cette attaque. Donc, 3 de force de base, +2 pour l'arme, +1 pour Delilah, il attaque à 6. Comme il a échappé à l'ennemi, il fait 2 dégâts. Donc, dans un deck Finn Edwards, Delilah O'Rourke est polyvalente, elle aide à s'échapper, éventuellement elle aide à combattre l'ennemi, et elle permet de faire des dégâts à l'ennemi même sans l'attaquer directement. Donc éventuellement on peut avoir comme ça un ennemi à l'usure, l'ennemi est généré, Finn lui échappe. Ensuite il paie pour utiliser Delilah O'Rourke, il fait 2 dégâts à l'ennemi, il fait, ses enquêtes ou la poursuite de son installation, enfin bref, il dépense ses actions. L'ennemi se redresse, le réengage, tour suivant, il échappe à l'ennemi, il paie, et Delilah O'Rourke inflige 2 autres dégâts. On peut envisager en solo un deck Finn Edwards avec Lola Santiago et Delilah O'Rourke, et les deux cumulés donnent plus en intelligence, plus en force et plus en agilité. Une fois qu'on a les deux en jeu, Finn il est 1, 5, 4, 6. Et pour peu qu'il ait une bonne économie, pour peu qu'il ait une bonne génération de ressources, il va trouver des indices et infliger des dégâts sans faire de test, uniquement en payant. Voilà. Oui, qu'est-ce que je m'étais mis ? Ah oui, comme Delilah O'Rourke donne des bonus passifs, elle aidera dans tous les decks réussite avec 2 ou plus, elle aidera à assurer la réussite avec une différence de 2. Alors là, j'ai mis un exemple de deck Tony Morgan combattant, qui était pensé pour être en duo avec Mandy Thompson. Donc ça, c'était prévu que ça soit le deck de fin de campagne pour le retour à Carcosa. Enfin, pour le retour de... C'est quoi le titre déjà ? La route de Carcosa. Donc un deck à 48 XP, avec, pour le combat, un cran d'arrêt, corde à piano, Delilah O'Rourke. Un deck Mégatune, voilà, pour générer plein de ressources pour payer Delilah O'Rourke.
Allez, carte mystique. Limier invoqué, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe les emplacements d'alliés et d'arcanes. Trait allié invocation, 3 points de vie, pas de santé mentale. En tant que coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué, vous devez chercher un exemplaire de bête déchaînée parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Action rapide, lors de votre tour, sauf une faute de frappe. Lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le limier invoqué, combattre, enquêter, soit vous attaquez avec une compétence de force de 5, soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de 5. La bête déchaînée, c'est quoi? C'est une faiblesse. Un ennemi qui est très monstre extradimensionnel Tindalos. 3 de combat, 3 de vie, 3 d'agilité, lié au limier invoqué, proie détenteur, chasseur, riposte. Révélation. S'il n'y a pas d'exemplaire de limier invoqué en jeu, mettez de côté bête déchaînée hors jeu. Sinon, mettez de côté un limier invoqué d'un investigateur hors jeu et générez la bête déchaînée engagée avec cet investigateur. Donc vous jouez le limier invoqué, vous mélangez un ennemi faiblesse dans votre deck. Quand l'ennemi faiblesse arrive en jeu, vous retirez du jeu votre limier invoqué. Quand vous piochez l'ennemi faiblesse, voilà, je crois que c'est ce que je viens de dire, j'ai perdu le fil à un instant. Quand vous piochez l'ennemi faiblesse, soit vous retirez votre allié du jeu, soit vous constatez que l'allié n'est pas en jeu, dans ce cas vous mettez de côté la faiblesse. Alors, l'effet du limier en lui-même. 3 points de vie, ok. Mais surtout, pour une action rapide, soit un combat avec une force de base de 5, soit une enquête avec une intelligence de base de 5. Déjà, c'est une action gratuite, c'est bien. C'est du combat ou de l'investigation, c'est-à-dire les deux actions qui font avancer le jeu. Une base de 5, c'est bien. On est en mystique, du coup, on a des compétences qui ont des icônes libres, donc on pourra encore booster plus. Alors, 2 problèmes. Déjà, le fait qu'on a cet ennemi faiblesse qui est attaché, mais aussi le fait que ça occupe un emplacement d'allié et un emplacement d'arcane. Alors, les alliés, chez les mystiques, on a quoi? On a qui? On a Alyssa Graham, David Renfield, Diana Espérance, l'initié aux arcanes, niveau 0 ou 3, Olive McBride et Twyla Catherine Price. C'est-à-dire respectivement du bonus d'intelligence et la possibilité pour une fatalité de placer la carte du dessus d'un deck sous ce deck, du bonus en volonté et de la grosse génération de ressources, la possibilité de jouer un événement à plusieurs reprises, à 3 reprises, la possibilité d'aller chercher des sorts au sommet de son deck, la possibilité de choisir 2 jetons à appliquer parmi 3 au lieu d'en piocher un et d'être obligé de l'appliquer, et Twyla Catherine Price, c'est quoi déjà? Ah oui, la possibilité de recharger automatiquement ses sorts. Donc c'est contraignant. Enfin, je veux dire, c'est en concurrence, et se priver d'un emplacement d'arcane, c'est contraignant pour un mystique. Par contre, il y a un truc. L'ennemi faiblesse, c'est quand on le joue, pas quand ça entre en jeu. Du coup, si vous mettez votre limier invoqué dans un deck, le point important, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour le mettre en jeu sans le jouer. Pour ça, vous avez par exemple la fusée de détresse. Événement de niveau 1 qui coûte 2, trait tactique, choisissez une option, combattre, on s'en moque, ou cherchez un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Ensuite, bannissez la fusée de détresse, mélangez le deck concerné. Donc pour une expérience par scénario, vous mettez en jeu le limier invoqué sous votre contrôle, et voilà, sans l'inconvénient de la bête déchaînée. Autre chose, une rencontre fortuite de niveau 2, donc coût X, choisissez un soutien allié avec un coût en ressources imprimé de X dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Alors X, là en l'occurrence, c'est 3. Par contre, demander un service ne marche pas, vu que demander un service, c'est jouer-le en réduisant de X son coût. Alors tout ça considéré, il y a un investigateur, en l'occurrence une investigatrice, pour qui c'est une excellente carte. C'est Patrice Huffaway, parce que
Eh ben, déjà, sa façon, de défausser toutes les cartes non faiblesse de la main et de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, à chaque phase d'entretien, fait que très rapidement, elle va mettre le Limit invoqué dans sa défausse. Et ensuite, évidemment, elle peut avoir accès, comme elle est survivante, elle a accès à la fusée de détresse et à une rencontre fortuite. Alors, en plus, le slot d'arcane, selon comment vous la jouez, c'est pas trop gênant. Moi, je l'ai pas beaucoup joué, j'ai essayé de la jouer avec des soutiens mystiques. Dans ce cas-là, il va y avoir concurrence sur les emplacements d'arcane, mais si vous la jouez essentiellement avec des cartes survivants, ça ne devrait pas être un problème. Deuxième carte survivant, plus rien à perdre. C'est un événement de niveau 3 qui coûte 0, très esprit. Si vous avez moins de 5 ressources, gagnez des ressources jusqu'à en avoir 5. Si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Retirez plus rien à perdre de la partie. Alors sur la carte, il y a visiblement Patrice, mais moi je ne suis pas convaincu que ça soit une carte si bien que ça pour elle. Pourquoi ? Parce que la carte à la jouer, ça demande une action. Ça vous fait compléter votre main, mais Patrice, de toute façon, à la phase d'entretien, elle va défausser toute sa main. Du coup, est-ce que on ne perd pas cet aspect de pioche ? Alors les ressources, oui, bien sûr, on peut les prendre. On peut en profiter, mais l'aspect regarnir la main chez Patrice n'est pas très efficace. Mais concrètement, si on regarde l'effet de la carte, pour moi, c'est schématiquement une combinaison de la planque. Là, je vous mets la planque de niveau 3, qui dit gagner 4 ressources ou placer 4 pions provisions parmi les soutiens contrôlés par les investigateurs dans votre lieu, ou effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Et croquis absurde, là je vous ai mis la version niveau 2, qui dit piocher 3 cartes, s'il y a un indice dans le lieu. Donc avec une carte de niveau 3, vous avez ça. Si vous la jouez au moment idéal, c'est-à-dire quand vous n'avez plus de ressources et pas d'autres cartes en main, pour 0, 5 ressources et 5 cartes. C'est un énorme gain d'action. Ça peut être intéressant dans un deck cacher son jeu. Rappel, cacher son jeu, si vous n'avez pas de ressources dans la réserve, vous avez +1 à chaque compétence. Dans un deck cacher son jeu, bien évidemment, comme on essaie de ne pas avoir de ressources, on joue des cartes peu chères. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de jouer une carte chère. Je sais pas moi, vous jouez Wendy en... Ah bah tiens, justement je l'ai mis après. Voilà, j'en parlerai après. Si on regarde les cartes survivants qui ont un coût supérieur à 0, il y a beaucoup de cartes survivants qui coûtent une ressource, il y en a pas mal qui coûtent 2, mais il y en a quand même qui coûtent 3 ou plus. Chaussures de course, Couperet, Jessica Hyde, Miss Doyle, Peter Sylvestre, Totem Macabre, Vieux Fusil de Chasse, Whisky du Tennessee, Yaotel, Akina, etc., etc. Donc, là, dans un deck caché son jeu, plus rien à perdre, ça sera la possibilité d'un coup de récupérer plein de ressources pour les dépenser immédiatement. Dans un deck caché son jeu, a priori on joue Madame la Branche, et donc ce qu'on peut faire c'est, si on se rend compte qu'on veut jouer une carte qui coûte des ressources, à la fin de son tour, on utilise Madame la Branche pour prendre sa première ressource, phase d'entretien on prend sa deuxième ressource, phase d'investigation suivante, on a 2 ressources, on paye une carte. Mais si on veut jouer une carte qui coûte 4 ou 5, c'est pas gérable. Là, vous n'avez pas de ressources parce que vous vouliez bénéficier de l'effet de cacher son jeu, vous jouez plus ni rien à perdre, ça y est, vous êtes de retour à 5 ressources. Et un exemple, vous jouez Wendy Adams sans cacher son jeu, vous piochez Léo DeLuca, là en l'occurrence je vous mets la version de niveau 1, voilà, vous avez dépensé 1 point d'expérience pour améliorer Léo DeLuca, il coûte 5, dans un deck caché son jeu c'est quasi impossible à jouer, avec plus rien à perdre, et vous avez d'un coup vos 5 ressources, dans la foulée vous jouez Léo DeLuca de niveau 1, vous êtes de retour en caché son jeu, et maintenant vous avez une action de plus à chaque tour. Très efficace. Et alors là je sais pas pourquoi j'ai mis acculé, je sais pas.
Carte neutre, le chat noir, c'est un soutien de niveau 5 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié avatar contrée du rêve, 2 icônes libres, ça peut toujours servir, 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Chaque fois que vous révélez un symbole, tablette, chose ancienne ou signe des anciens, lors d'un test de compétence, vous avez le droit de choisir d'utiliser les effets suivants au lieu des effets associés à ce symbole. Tablette -1, le chat noir subit un dégât direct. Chose ancienne -1, le chat noir subit une horreur directe. Signe des anciens -5, soignez tous les dégâts et horreurs sur le chat noir. Alors je l'ai un petit peu testé, mais très peu, je crois, dans un seul scénario. Les alliés neutres, jusqu'à présent, on avait quoi? On avait, encore une fois, on avait qui? Anakaslo, l'homme aux gants rouges, et c'est tout. Anakaslo, elle est de niveau 4, elle coûte 3, 1 point de vie, 1 point de santé mentale, vous possédez 2 emplacements de tarot supplémentaires. Quand la partie débute, si Anakaslo est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Après l'entrée en jeu d'Anakaslo, cherchez un soutien tarot dans votre deck et mettez-le en jeu. Donc Anakaslo, moi je l'ai jamais joué, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens aient envie de la jouer, mais j'ai pas l'impression de façon générale que beaucoup de gens jouent les tarots, en tout cas j'en entends pas trop parler. Ça doit dépendre des styles de jeu. Voilà. L'homme aux gants rouges, niveau 5 qui coûte 2. 4 points de vie, 4 points de santé mentale, rapide. Réaction après l'entrée en jeu de l'homme aux gants rouges, choisissez 2 de vos compétences. Tant que l'homme aux gants rouges est en jeu, augmentez à 6 la valeur de base de chacune des compétences choisies. Forcez à la fin de la phase de mythe, défaussez l'homme aux gants rouges. Alors l'homme aux gants rouges, il est extrêmement puissant, mais il va nécessiter des combos pour le ramener en jeu. Voilà, pour l'utiliser à son maximum. Moi, je l'ai jamais joué. Du coup, le chat noir, bon, il est pas trop en concurrence avec les autres alliés neutres. Son effet, je trouve, est extrêmement puissant. Il y a 2 symboles négatifs qui peuvent être très négatifs, qui deviennent maintenant de bête -1, et un dégât direct ou une horreur directe au chat noir, il peut en encaisser 2 de chaque, avant d'être vaincu. Donc il peut servir sur un grand nombre de pioches de jetons. Le signe des anciens, on peut utiliser un +5 et le soigner, et donc utiliser le chat noir encore plus longtemps. Comme il y a marqué dans les commentaires, certains investigateurs ont des signes des anciens qui sont peu intéressants. Là, il y a cité Zoé Samaras et Ursula Dons. Bon, moi je les ai pas tous en tête, mais c'est vrai, Zoé Samaras, ça dit +1, si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige +1 dégâts. Oui, Zoé Samaras, elle pioche son signe des anciens lors d'autre chose que d'un combat, évidemment, elle applique l'effet du chat noir à la place. Ursula Dawn, c'est quoi déjà? +1, à la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Pareil, si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous appliquez le +5. Que je réfléchisse, Mark Harrigan de mémoire, c'est +1 par dégâts sur lui. Bon, déjà, si ça vous fait moins que +5, autant utiliser le +5 du chat noir. Et, voilà, pourquoi se priver de soigner le chat noir? Même remarque pour Jenny Barnes, +1 par ressource qu'elle a. Si le +5 la fait réussir, ça sert à rien qu'elle ait un +20. Voilà, il vaut mieux un +5 plus soigner le chat noir, etc., etc. Alors, le chat noir, dans quel cas ça va pouvoir servir? Ça va pouvoir servir notamment pour les mystiques. Les mystiques ont des sorts qui ont un effet, ont 2 sorts iconiques qui ont un effet négatif quand on pioche les jetons spéciaux négatifs. Le flétrissement de niveau 5, c'est 2 horreurs. Alors le chat noir n'annule ni crâne ni cultiste, ni échec automatique, mais pour tablette et choses anciennes, au lieu d'avoir ce jeton-là et de vous prendre 2 horreurs, vous avez un -1 et vous infligez soit un dégât direct, soit une horreur directe au chat noir. Rituel de recherche, au lieu de terminer immédiatement son tour, on a un -1. Alors le chat noir, s'il est vaincu, on va pouvoir le récupérer avec une rencontre fortuite, par exemple. Les investigateurs
Alors j'ai dit il y a les mystiques, mais sinon, quels investigateurs peuvent le jouer? Eh ben par exemple Caroline Fern, qui est forte en soins. Donc il n'y aura pas forcément besoin d'attendre un signe des anciens pour soigner le chat noir. Elle pourra utiliser, je me souviens jamais du nom, premier soin ou soin d'urgence, quelque chose comme ça, pour le soigner de ses dégâts. Elle pourra utiliser la mélodie apaisante, etc., etc. Bon, ça entrera probablement en conflit avec Peter Sylvestre, dans son deck à elle. Ça pourra être utilisé par Agnès Baker, bien sûr, vu comme elle est mystique, mais aussi par Jim Culver. Jim Culver, il traite le modificateur des pions crâne qu'il révèle comme étant un 0, et bon, à chaque fois qu'il révèle un pion signe des anciens, il peut le traiter comme un pion crâne à la place. Donc Jim Culver, avec le chat noir en jeu, les crânes pour lui ont un modificateur de 0. Les cultistes, il y change rien. Les tablettes, ça devient un -1 plus. Alors la tablette, c'est un dégât direct sur le chat noir. La chose ancienne, ça devient -1 et une horreur directe sur le chat noir. Et le signe des anciens, soit c'est un +1 pour lui, soit c'est un crâne, soit c'est un +5 et il soigne le chat noir. C'est-à-dire que, alors, pendant son tour, je vérifie pour le chat noir, oui, que ça soit la capacité de Jim ou la capacité du chat noir, c'est les jetons que vous tirez. Ça marche pas pour toute la table. Mais, quand même, on a un cumul qui, pour Jim Culver, rend le sac du chaos beaucoup moins négatif. Au lieu d'avoir, allez, mettons, 2 crânes, 2 cultistes, une tablette, une chose ancienne qui vont être, je sais pas moi, -2 et un effet négatif, -2 et un effet négatif, -3 et un effet négatif, -4 et un effet négatif, ça devient 2 qui font 0, 2 qui font -2 et un effet négatif, -3 et quasiment pas d'effet négatif, pardon, -1 et quasiment pas d'effet négatif, -1 et quasiment pas d'effet négatif. Éventuellement, si vous jouez à 3 ou 4 investigateurs, vous donnez des cartes à Jim Culver qui permettent de sceller un petit peu des jetons négatifs. Il scelle les cultistes, et comme ça, pendant son tour, il n'a quasiment aucun modificateur négatif. Enfin, il a aucun modificateur qui est très négatif. Il va avoir, s'il joue en standard, il va avoir +1, 0, plein de -1, un -2, un -3, un -4, et quasiment aucun effet, pas modificateur, mais effet négatif pendant son tour. Et si la moyenne des modificateurs est plus élevée, eh ben il a moins à investir dans chaque test. Il a moins de crans à attribuer, moins de ressources à dépenser pour booster sa volonté, etc., etc. Bon, je suis en train de perdre ma voix, mais j'ai fait tout le pack. Alors le petit récapitulatif. Réceptacle vide et dévoreur de souhaits, c'est très bon dès que vous avez une bonne fréquence de tuage d'ennemis. Un peu comme l'âme affamée. D'après ce que je sais sur cette campagne-là, que je n'ai pas encore joué, il y a beaucoup d'ennemis. Je me souviens plus quel est le mot-clé, horde ou pack ou essaim, un truc du genre. Beaucoup d'ennemis, donc vous devriez charger le réceptacle vide rapidement, et ensuite, ça vous fait de l'annulation de jetons, ça vous fait du soin, c'est quand même très bon pour un gardien, ou n'importe quel investigateur qui peut avoir la carte, spécialisé en combat. Et niveau construction et amélioration de deck, je suppose que le deck commence avec miroir sacré, et en fin de campagne, on remplace par réceptacle vide. Trouvaille surprenante, j'accroche pas du tout. Idéalement, ça vous donne +1 à n'importe quel test, vous réussissez... je prends dès le début. Idéalement, vous cherchez dans votre deck, vous le trouvez, vous le mettez en jeu, ensuite vous faites un test de compétence, ça vous donne +1, vous réussissez le test, vous piochez une carte. Dans le pire des cas, vous piochez la carte, ça vous donne +1 à un test. Et c'est tout. C'est pas assez consistant. C'est pas assez régulier, on va dire.
Vieux grimoire de niveau 3, c'est très bon. À 2 reprises, vous allez non seulement chercher une carte parmi 3, mais sans dépenser d'action en plus, la jouer pour un coût réduit de 2. Très efficace. Corde à piano, combat à force plus 2, sans dépenser d'action. La seule restriction, c'est que l'ennemi doit avoir plus qu'un point de vie. Pour moi, ça s'inclut dans tous les decks de truands spécialisés en combat. Delilah O'Rourke, qu'elle vous booste dans vos 2 compétences qui vous aident à gérer les ennemis. Et sans test, en payant des ressources, vous infligez 1 dégât ou 2 dégâts à l'ennemi choisi dans votre lieu. Elle inflige 2 dégâts si l'ennemi est incliné. Ah oui, un truc que j'ai pas précisé tout à l'heure, comme la restriction c'est un ennemi dans le lieu, ça peut cibler les ennemis distants. Si vous jouez Dunwich que vous êtes embêté par les engoulevents, vous inclinez Delilah O'Rourke, vous payez, alors je sais plus combien ça de valeur d'évasion les engoulevents, peut-être 2, peut-être 3, voilà, vous payez et l'engoulevent est mort, il vous suit plus, il vous met plus son -1, voilà, très efficace. Et comme elle booste force et agilité, elle va pas être intéressante uniquement dans les decks truands pur combat, comme moi je fais mes decks Tony Morgan, elle peut aider un deck de truands qui s'évade, qui fait de l'évasion pure, parce que peut-être qu'à un moment, peut-être que le deck est conçu pour l'évasion pure, mais que l'ennemi qui a 2 points de vie, mais 5 fatalités sur lui, il faut s'en débarrasser. Et bien évidemment, voilà, plus en force et plus en agilité, dans tous les decks un petit peu polyvalents qui font 50% combat, 50% évasion, elle se justifie aussi. Limia invoqué, chaque tour, soit on fait un combat, soit on fait une enquête avec une valeur de compétence de 5 de base, c'est très bien. Sans dépenser d'action, je crois pas l'avoir dit, c'est très bon. Le truc, c'est qu'il faudra vraiment construire le deck de sorte à mettre en jeu le limier sans le jouer. Mais dans un deck Patrice Safaoué, il coûte qu'un point d'XP, donc entre le premier et le deuxième scénario, moi, j'en rentre 2 copies, j'améliore si j'ai assez d'XP, j'améliore mes 2 rencontres fortuites au niveau 2, et ça booste bien Patrice. Dans d'autres decks, je sais pas, faudrait voir si ça vaut le coup, si c'est pas trop circonstanciel. Plus rien à perdre, très intéressant pour un survivant, voilà, quand vous avez épuisé vos ressources, épuisé vos cartes, vous faites en une action une grosse recharge. 5 de chaque, c'est une grosse recharge, ça, c'est une seconde chance quelque part. Vous avez eu quelques tours à vide, vous avez pioché une traîtrise qui vous dit faites un test de volonté 3, en cas d'échec défaussez une carte par point manquant, vous avez pioché l'échec automatique, vous n'avez plus de carte en main, ou vous avez pioché, je crois que c'est Paranoïa qui vous a fait défausser toutes vos ressources, et voilà, vous repartez quasiment à 9. Je sais plus où j'ai vu quelqu'un disait 5 ressources et 5 cartes, c'est ce qu'on a en début de partie. Donc c'est un peu comme si on repart du début de la partie, mais avec déjà sa mise en place. Effectivement, c'est très bon. Et en plus de ça, dans un deck caché son jeu, vous pouvez en mettre une paire, et ça va vous permettre de conserver la possibilité de jouer des événements, peu importe ces événements ou je vais y arriver, ou soutien, mais des cartes chères. Si vous jouez bagarreur, ça peut aussi vous faire un énorme bonus d'un coup, 5 ressources avec bagarreur, de mémoire c'est plus 5 en force. Le chat noir, c'est vraiment très efficace, alors ça coûte 5 XP, oui, mais pendant votre tour, vous diminuez drastiquement la dangerosité de 2 jetons différents qui peuvent se trouver chacun en, on va dire, 1 ou 2 exemplaires. Pour peu que vous ayez un petit peu de solution de soins, ça tiendra un bon moment. En plus de ça, il coûte que 2, même si vous l'utilisez pas trop pour l'annulation de symboles KO, il peut encaisser, il a 3 points de vie, 3 points de santé mentale, donc c'est une carte très polyvalente. Voilà, au final un pack, alors moi je l'ai pas encore ce pack,
Je l'ai précommandé il y a longtemps. Et de mémoire, dans cette précommande, il y a Marvel Champions, Doctor Strange et Marvel Champions, les Démolisseurs, qui devra arriver au cours du mois de mai. Donc j'attends toujours ma commande, bon, je suis pas trop pressé. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de jouer Trouvailles surprenantes, Vieux Grimoire, Delilah O'Rourke, je crois que je l'ai mise dans le deck mais elle est pas sortie. Donc oui, bon, j'ai pu confirmer que dans ce pack-là, si je résume, toutes les cartes sont bonnes dans un deck approprié, sauf Trouvailles surprenantes. Alors, quelqu'un sur le forum non officiel montrait un exemple de deck Mandy Thompson biclassé truand, dans laquelle il mettait les 3 exemplaires de Trouvailles surprenantes. A priori, il en était très satisfait, mais moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas de façon générale ne pas avoir de maîtrise sur les cartes que je joue. Si j'avais la possibilité de laisser Trouvailles surprenantes en jeu et de l'attribuer au moment de mon choix, là je dirais c'est une bonne carte dans un deck Mandy. Mais là, le fait de devoir l'attribuer, ça, pour moi ça tue la carte. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.